Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 59e épisode numéro 58, suite de l'épisode 58, épisode numéro 57. Nous sommes le 21 octobre, et oui, il s'est pas passé une semaine, et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud. Bonjour et rebonjour à vous. Et du coup, je suis également accompagné de Pierre-Antoine Grégoire, alias The Pag. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Florentin Dubois. Et enfin, j'ai la chance de recevoir un invité de prestige, autre que Jean-Michel Doudou. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Florentin. La deuxième fois avec nous. Et la deuxième fois. Deuxième fois de prestige. Hein. Deuxième fois de prestige. Prestige. Exactement. Et bah du coup, on va attaquer directement l'épisode par un lien de Arnaud Lefebvre. Arnaud, je te laisse sortir ce beau lien. Deux liens de Arnaud Lefebvre. Tout à fait, donc on a c'est un lien que l'on a fait nous-mêmes puisque c'est un lien d'une release de Apache Pulsar. Alors en fait, depuis Devoxx à peu près, non c'est depuis le 5 octobre même, autant pour moi. Mais déjà depuis Devoxx, on avait sorti Pulsar, donc Apache Pulsar en bêta public pour toutes les personnes qui souhaitent le tester. Donc qu'est-ce que Apache Pulsar? Globalement, c'est un système de messages distribués et de streaming également, qui est basé sur un modèle de publish-subscribe. C'est-à-dire vous envoyez de la donnée dans des topics et ensuite vous consommez ces topics. Je suis pas le plus gros expert pour vous en parler. On a Alexandre Duval de chez nous ainsi que Steven Leroux de chez OVH Cloud qui ont fait un talk à Devoxx sur le sujet, donc vous pourrez retrouver en commentaire. J'ai pas encore tout regardé, mais la vidéo est vraiment cool. Il y a aussi un autre talk fait par Pierre Zem et Steven Leroux, parce que ça se dit Steven. Steven, pardon. Et c'est un Wassantin, il est très tativant sur la prononciation de sa dernière syllabe. Je ferai attention la prochaine fois que je le croise. Mais du coup, voilà, vous avez deux vidéos pour comprendre un peu comment fonctionne Pulsar, les internals et probablement l'utilisation également. J'ai pas encore le temps de regarder. Mais donc du coup voilà. Le deuxième talk parle de Kafka and Pulsar, chose qu'on avait entamé à OVH sur justement comment faire un proxy pour Pulsar qui parle Kafka et qui te permet d'utiliser la techno derrière, chose qui du coup à cette époque-là avait été on était tombé sur la société qui était derrière Pulsar, qui s'appelle Stream Native, qui avait pour projet de faire ça. Du coup, on en a discuté et au final, ça s'est fait. On a changé de façon d'implémenter la chose, mais je vais pas vous spoiler parce que c'est tout le sujet du talk. Et du coup, je vous invite à aller le voir. Et je me suis perdu, je ne sais plus où je voulais aller. Je peux reprendre Pierre. Donc sur la partie release, donc voilà. Donc si jamais vous souhaitez créer ou même tester rapidement le Apache Pulsar sans trop vous embêter, vous pouvez facilement créer avec quelques clics ou même une seule ligne de commande un add-on chez nous. Vous aurez également plusieurs fonctionnalités qui sont disponibles et la partie authentification sera gérée en fait avec notre projet Biscuit, qui est en fait un projet d'autorisation, pas d'authentification, rien à voir. Le token d'autorisation, ouais. Voilà, token d'autorisation qui vous donne certains droits, en tout cas dans vos propres namespace. Donc chaque add-on aura son propre namespace. Vous pourrez y faire un peu ce que vous voulez. Et on a quelques exemples d'utilisation. Voilà, si ça vous chante d'essayer tranquillement. On a également la possibilité de faire du cold storage, c'est-à-dire que si jamais vous avez trop de données dans un topic, vous pouvez en fait décider de l'envoyer vers un object storage. Donc là, en l'occurrence, notre object storage Cellar, ce qui vous permet en fait de payer moins cher simplement votre stockage de données. Et je trouve que c'est une feature vraiment vraiment cool que Alexandre a développé et c'est vraiment sympa. Enfin, en tout cas, adapté à notre solution. Sachant que tout ça est upstream. Tout ça est upstream, le support de Biscuit est upstream. Il y a eu un très gros travail de la part de Alexandre et des contributeurs Pulsar pour merger tout ça. Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est que du coup, il y a Kafka on Pulsar qui existe et il y a aussi maintenant AOP qui est AMQP on Pulsar, ce qui permet justement de brancher des clients Rabbit sur un Pulsar directement.
qu'il n'y a plus de raison de ne pas faire de Pulsar. Et il n'y a plus de raison. Moi, j'attends support du protocole mail SMTP over Pulsar. Parce que là, j'imagine de vieux systèmes distribués qui envoient un mail à la queue et derrière, tu as tout à fait un SI beaucoup plus récent qui gère les mails. Et ça pourrait être très très drôle à faire. Ça pourrait être amusant en effet. J'hésite à faire ma blague. Tu crois qu'il y aura un connecteur Corba ? Alors, pour le coup, je ne connais pas Corba. Je suis désolé. Il existe peut-être déjà. Mais il existe peut-être déjà. Tu es trop jeune alors. C'est possible. T'as déjà utilisé Pulsar, Jean-Michel, ou non, pas du tout. Équivalent ce que je trouve assez particulier dans ce domaine, c'est que, alors historiquement, moi je connaissais bien JMS. Qui est une API, je connais pas. Qui est une API, oui, mais qui ont été implémentés par des brokers. Et c'est vrai qu'on a vu arriver toute une série d'outils. Kafka en tête, parce que c'est celui c'est le plus connu, cite souvent quand on fait du streaming. Et RabbitMQ je pense avant que il y a eu RabbitMQ aussi un peu avant. Et puis maintenant, on a Pulsar. Alors après, comme tout, hein, c'est intéressant parce que ça donne des solutions ou des opportunités différentes. Mais après, voilà, vous venez de l'évoquer un petit peu. Il faut de l'intégration, il faut éventuellement de l'interconnexion. Il faut choisir aussi parce que maintenant, quand il supporte différents protocoles, ça ouvre d'autres opportunités. Voilà, c'est plutôt cool. Mais non, pour l'instant, j'ai encore pas essayé. J'ai entendu parler de Pulsar, mais j'ai pas encore eu l'occasion de manipuler. Voilà. Quand tu as dit JMS, c'est Java Messaging System peut-être Exactement. Putain, voilà. Du premier coup, ça c'est beau. Le Java Messaging System, comme du coup on raccroche un peu sur Java, mais en fait Java Messaging System c'est vraiment une API et en fait c'est pas un protocole. Ce qui fait qu'en fait derrière JMS il y avait plein de protocoles différents. D'accord. Dont par exemple certains drivers JMS qui faisaient potentiellement de la MQP derrière déguisée ou du Stomp ou ce que tu veux, enfin des vrais protocoles implémentés derrière et souvent des protocoles spécifiques à chaque broker, ce qui fait que les brokers n'étaient pas compatibles entre eux. Mais toi tu pouvais utiliser la même API pour coder vers eux, mais du coup ça garantit pas d'interop. Ça garantissait pas l'interopérabilité entre les brokers effectivement, mais par contre ça te garantissait si effectivement le broker respectait l'API JMS, de passer par la même API pour interagir effectivement et de décorréler un peu du protocole. Maintenant effectivement d'un côté Ops, c'est vrai que les interactions entre ces brokers étaient complètement dépendantes du fait qu'ils supportent des bridges entre eux. Qu'il y ait des bridges entre eux, évidemment. D'où la grande période des EI. Pulsar c'est pareil a priori, puisqu'il y a déjà eu des interfaces qui sont prévues entre Pulsar et Kafka par exemple. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Même du Rabbit aussi, je crois. Non, il y a du Rabbit et je me suis rappelé qu'il y a du MQTT aussi. Oui, c'est vrai. MQTT aussi. Exactement. Mais ils ont un gros travail d'intégration où justement ils essaient de fournir des connecteurs pour à peu près tout. Parce qu'ils ont vraiment pour but de venir s'intégrer un peu partout, en complément de l'écosystème qui existe déjà, Apache ou autre. Yep. Voilà. Une autre feature dont tu voulais parler aussi. Ah ouais, quelque chose qui a 7 ans d'ancienneté chez Clever. Ouais, alors c'est un projet qui avait été commencé, on va dire, en 2014 chez nous, mais qui avait mis du temps un peu à évoluer. Un premier commit de Julien Durillon, que nous ne disons pas, dit oui, ça marche. Qui le crie. Qui le crie dans un commit. On a sorti en fait un add-on Jenkins. Jenkins, ça vous parle très probablement, peut-être sauf les plus jeunes qui font peut-être GitLab Runner parce que c'est quand même parfois un peu plus sympa et un peu mieux intégré en tout cas au sein de GitLab. Mais du coup, on a sorti un produit Jenkins qui vous permet globalement, donc, comme Pulsar, de créer très rapidement un add-on Jenkins chez nous qui est auto-managé, c'est-à-dire on gère quasiment tout, les backups, les métriques, les logs, etc. Et qui a l'avantage en fait de pouvoir démarrer des runners directement dans des applications Clever Cloud, donc qui sont c'est-à-dire dédiés. Vous avez des runners dédiés, c'est pas dans des conteneurs ou autre. Vous avez vraiment du CPU et de la RAM qui est à vous, avec comme maximum 16 CPU et 32 GB de RAM. Donc vous devriez commencer à pouvoir faire des petits builds. On a par exemple notre partenaire Octobus qui développe Heptapod, qui est notre offre de GitLab managée partagée aujourd'hui, mais du coup qui eux en fait font tourner
la suite de tests dans des runners Jenkins. Enfin, pas Jenkins exactement, mais dans les mêmes types d'applications. Et ils en font en général 10 à 15 VM en même temps, simultanés, qui font tourner tout type de tests en fait de GitLab, puisque leur spécificité à eux, c'est de faire du GitLab, c'est de faire du Mercurial sur GitLab. Vous pouvez faire du Mercurial sur GitLab, ce qui est une idée. Mais du coup, avec Jenkins, vous pouvez créer vos propres jobs, créer vos propres flows, etc. Vous pouvez également facilement déployer automatiquement une fois que le job est terminé chez nous. Donc voilà, c'est une feature qui était dans les cartons depuis très longtemps, que j'ai pris le temps de finir. J'avais été aidé par Laurent Dauguin pendant plusieurs temps, et une autre personne avant qui travaillait également chez je sais plus comment s'appelle la boîte de Jenkins, mais CloudBees, c'était Nicolas Doloff. Je pense que c'est Nicolas Doloff qui était venu. C'est Nicolas Doloff, tout à fait, qui nous avait filé un coup de main à l'époque. D'ailleurs, à Laurent aussi. Également. Donc merci beaucoup, mais voilà. Donc, si jamais Jenkins c'est quelque chose que vous utilisez et peut-être que à maintenir c'est un peu compliqué, ou que vous souhaitez être plus maître de votre outil, tout en étant pas trop, un peu sandboxé, sans tout casser. Et facturer à la consommation aussi. Et facturer, c'est vrai que c'est tout à fait facturé à la consommation. Les runners sont facturés à la consommation, à la seconde. Donc vous pouvez lancer un nombre de builds complètement aléatoire en fonction des mois ou autres. Vous paierez exactement ce que vous consommez, quoi. C'est limité sur le nombre de builds. Voilà. Très bien. Du coup, j'ai rien ajouté là-dessus. Je pense que vous non plus, je vous entends pas et je me trouve très très calme. Du coup, on va enchaîner sur le lien qui suit, qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis très fan du réseau et des systèmes distribués et des bases de données. Et là, j'ai trouvé un lien qui a été fourni récemment par Oxide, qui est la société de Brian Cantrils qui fait du hardware et du Rust notamment, et dont le but est d'expliquer les distributed saga. Et du coup, qu'est-ce qu'une distributed saga ? L'idée, c'est de définir, notamment dans tout ce qui est système de microservices, les problèmes de transaction, notamment les problèmes de transaction entre deux microservices. Et l'exemple qu'ils prennent, notamment dans le lien de la vidéo qu'ils mettent en avant sur leur ennemi, sur GitHub, parce que c'est un projet sur GitHub qui s'appelle Steno. Du coup, le lien qu'ils mettent en avant, et l'exemple, c'est, vous imaginez qu'il y a une entreprise de voyage qui du coup fournit plusieurs services qui sont par exemple l'hôtellerie, le fait de louer une voiture et le fait de louer un avion, séparément. Mais en fait, séparément, chacun a ses transactions, ça se passe très bien. Mais imaginez, vous vous dites, en fait, ça serait bien qu'en un clic, je puisse faire les trois. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Globalement, d'un point de vue technique, on va sûrement monter un autre microservice par-dessus qui va faire tous les calls pour justement louer l'avion, l'hôtel et la voiture. Et il se trouve que potentiellement, qu'est-ce qui se passe dans le cas où ça a été loué, mais en fait pas validé, et justement la transaction elle est invalidée côté pour l'hôtel par exemple, mais pas pour l'avion et la voiture. Il faut gérer tout ce genre de cas, et ils mettent en place justement déjà une définition avec quelques termes pour pouvoir tous parler pareil et avoir les bons mots. Et ils reviennent sur le CAP théorème, sur Google Spanner et leurs transactions, notamment sur le fait que du coup dans les systèmes distribués, il faut pouvoir propager une transaction dans un système et rollback justement s'il y a une erreur quelque part, choses qui ne sont pas évidentes, et avec un très bon talk que j'ai trouvé en tout cas. Ça a l'air marrant, j'ai pas eu le temps de regarder, mais ça a l'air vraiment cool. C'est une petite pépite que j'ai trouvée comme ça dans les flux RSS. Je m'attendais pas du tout à tomber dessus, et ça m'a surpris, et du coup je tenais à l'amener par ici. Mais du coup ils s'en servent, j'imagine, dans leur firmware de serveur. C'est ça, ils doivent s'en servir pour tout ce qui est transaction au point de vue d'un rack ou d'une armoire, je pense. Ok. Moi c'est écrit en Rust du coup. C'est ça, c'est écrit en Rust, ça s'appelle Steno, et du coup pour le moment c'est encore en développement. Ça fournit en fait beaucoup d'interfaces, ou du moins des specs d'interfaces qui permet de venir implémenter, qu'on peut implémenter par la suite, et du coup ça a pour but d'essayer de faire un standard de ce que je vois. Après c'est pas forcément la vérité, mais c'est ce que j'en ai l'impression en tout cas. Ok. T'as déjà essayé de faire du Rust, Jean-Michel ? Non, pas du tout.
Non. J'ai utilisé plein de langages. Alors j'essaie de me restreindre un petit peu, non pas par manque d'intérêt, mais par manque de temps. Ouais, bien Par sûr. contre, ce que je trouve intéressant sur sur le sujet là que tu as choisi, alors ça va faire un peu vieux de la vieille, un peu dinosaure, mais moi c'est la 3e fois que je vois revenir de manière dominante dans notre secteur d'activité l'informatique distribuée. Parce que là, tu parlais de problématiques de transactions dans les microservices, mais moi, j'ai déjà connu ça dans la SOA il y a 15 ans. J'ai déjà connu ça avec Corba et des EJB. Hein. Alors évidemment, là, ça fait tout de suite un peu dinosauresque, mais c'était pas si vieux que ça. Hein. C'était il y a moins de 30 ans. Ok, c'était au siècle dernier, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces problématiques-là, elles reviennent. Alors, Pierre-Antoine qui se prend la gueule parce que lui aussi, c'est intéressant de constater pour des gens qui n'ont pas forcément connu ces trois périodes-là et probablement les suivantes qui vont arriver, c'est que périodiquement on a des problématiques, alors qui sont pas forcément liées à un concept, à microservice ou à SOA, mais liées au fait qu'on fait de l'informatique distribuée. Et quand on la remet en avant, on lui trouve tout un tas de bons avantages. Et il y en a, mais il y a aussi des inconvénients à l'informatique distribuée. Et il y en a plein d'ailleurs. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand ça revient, quand les web services, notamment SOAP, alors c'était pas la seule façon de faire, mais quand on avait fait de la SOA et puis maintenant avec les microservices, on change un peu les technos, mais il reste un certain nombre de problématiques liées à l'utilisation, que ce soit des architectures distribuées. Et je trouve ça rigolo que ces problématiques-là reviennent, de manière un petit peu récurrente. Et là, j'espère que pour tous ceux qui découvrent ces problématiques maintenant, dans je sais pas, la technologie XYZ qui aura dans 10 ou 15 ans et celle qui aura dans 30 ans, vous repenserez à moi parce que ça sera à ce moment-là que ça sera vous les dinosaures qui direz moi je faisais du pattern saga quand je faisais des microservices. Et là on va vous regarder bizarrement un petit peu quand moi je parle de Corba et des JB. Moi je faisais du sténo. Et en fait moi ça me fait penser les scénarios de compensation, moi ça me fait penser à un framework qui existait et qui existe encore toujours en Java qui s'appelle Atomicos et qui en fait gère des transactions au-delà de JTA, JTS et tout ça, mais qui sont des API pour le coup, comme un peu JMS dont on parlait tout à l'heure, où là pour le coup ça gère aussi de la compensation, c'est-à-dire qu'on peut gérer avec du code le fait de compenser une ressource qui ne fait pas partie de la transaction au sens atomique, elle est dans un système qui gère la transaction atomiquement. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour réagir au fait qu'une autre ressource qui est hors de notre contrôle a été rollback? Et du coup, on garde comme ça des hooks qui permettent de faire du rollback multisystème. Et je pense que c'est un peu le même genre de choses, mais c'est intéressant de voir qu'il y a peut-être des évolutions et de la sémantique, et je pense aussi des problématiques. Je pense que là, ça adresse des choses qui sont même beaucoup plus, alors éminemment plus distribuées que ce que prévoyait Atomicos à l'époque, qui était plus de l'ordre de j'ai une requête sur ma DB et en plus j'ai une requête à un service et un autre service au nombre de 2-3 et pas de milliers voire millions de requêtes en parallèle. Exactement. Il y a une histoire de scale qui va être un peu différente entre le système d'avant et d'aujourd'hui. C'est clair. On a dû répondre aussi, parce qu'en fait, faut pas se voiler la face. Il y a 10-15 ans, on n'avait pas forcément autant de trafic qu'aujourd'hui. Ou du moins il était différent. Pas la même nature, ouais. Et du coup, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'est qu'en fait, le talk qui est vraiment très haut niveau, il explique, il prend des boîtes, il fait des flèches, et il explique le cas très propre. Et ça me rappelle un talk de... C'est l'UML. C'est ça. C'est non, beaucoup plus simple, il n'y a même pas de notion de cardinalité ou autre. Ça me rappelle un talk moi, que j'avais vu quand je suis allé en conf en Allemagne, qui était fait par Jean-Baptiste Kampf, la personne qui a écrit Curl, si je dis pas de bêtises, qui expliquait TCP et UDP pour justement les non-tech. Et du coup, il avait remplacé tous les routeurs, switch et autres d'un data center par des boîtes. Et il fait, moi quand je fais une requête, j'ai un point qui traverse des boîtes. Et du coup, il expliquait que en fait, les boîtes savaient parler que TCP ou que UDP. Et il fallait justement faire en sorte que tout l'internet marche comme ça. Et justement, il expliquait pourquoi en fait les choix d'HTTP3 étaient arrivés sur de l'UDP, pas du TCP. Parce que justement, il y avait une notion de choses où tu pouvais pas recréer de nouveaux équipements tu pouvais pas insérer un nouveau protocole parce que les équipements qui existent déjà ne le supporteraient pas et ça coûterait beaucoup trop cher. Déjà que UDP pour beaucoup trop long à propager. Beaucoup trop long à propager.
Et j'ai complètement digressé du coup sur le lien. Mais c'est pas grave. Non, c'était dans le thème du lien. Ça n'amène pas de transition facile. Hein, mais c'est toi qui dois faire la transition. Maintenant, c'est toi qui est. Mais peut-être un jour on aura une implème Java de tout ça et du coup on arrivera. Il y a déjà Atomicos, je t'ai dit. C'est vrai, c'est pas faux. Mais ça me donne une porte de sortie vers une propale d'Oracle et je laisserai la personne qui ça doit être moi. En fait, un peu après la sortie, ou immédiatement après la sortie de Java 17, mi-septembre, Oracle a fait 2 annonces. Alors il y en a une dont vous avez parlé, alors pas dans l'épisode précédent, mais dans celui d'avant avec Horatio, sur le changement de licence d'Oracle, mais il a fait aussi une autre proposition à la communauté, c'est de réduire la durée entre 2 LTS pour la passer de 3 à 2 ans. Si vous avez suivi un peu ce qu'on a dit dans l'épisode précédent, on a 2 LTS alors d'aujourd'hui, Java 11, et puis 3 ans après Java 17, parce que c'est le modèle que nous avait proposé Oracle d'avoir 3 ans, ce qui correspond un peu globalement au temps qu'on avait entre Java 7 et 8, puisqu'on a eu à peu près 3 ans. Alors entre 8 et 9, on a eu un tout petit peu plus, on a eu 3 ans et demi, mais c'était pour pas forcément perturber. Et le feedback, je pense, que fait Oracle, c'est que finalement, il s'imaginait qu'avec ce modèle, ça allait faciliter l'adoption et ils se rendent compte que c'est pas forcément le cas. Donc là, ils ont proposé à la communauté, c'est une proposition pour l'instant, elle n'est pas encore actée, elle n'est pas encore validée, de réduire le délai entre 2 LTS de 3 à 2 ans. Ce qui fait que ça serait plus Java 23, la prochaine LTS, mais Java 21. Alors à l'heure d'aujourd'hui, le feedback qui a été donné, ça a été essentiellement par les fournisseurs de distribution du JDK. Elle est plutôt globalement positive, même si globalement pour eux ça va leur nécessiter plus de boulot, parce qu'ils vont avoir plus de branches à gérer, forcément, et donc à supporter, évidemment. À part un qui a émis qui n'est pas forcément beaucoup autant enjoué que les autres, on va dire. Au niveau de la communauté, c'est plus mitigé. En tout cas pour les feedbacks que j'ai eus. Donc on verra, voilà, si cette proposition est retenue. Moi, personnellement, je pense que ça va peut-être pas forcément favoriser parce que on est sur à peu près le même temps. Est-ce que le fait d'accélérer LTS, ça va encourager les gens à migrer plus régulièrement? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. C'est ce que je pense. Bon, déjà, il faudrait que ça soit accepté. C'est pas encore fait. Est-ce que le fait de créer plus de LTS va inciter à faire bouger les gens plus vite? Parce que du coup, si on crée plus de LTS, potentiellement, on va les déprecate plus vite aussi. Oui, c'est évidemment un des risques de cette accélération. Moi, perso, ça crée un gros gap quand même aussi. Ça crée quand même un gros gap parce que si tu regardes là actuellement, la Java 8 est encore supportée par pas mal d'éditeurs jusqu'à 2023. Ce qui est potentiellement le moment, si on est en 2021, où sortirait la 21, c'est-à-dire la prochaine LTS, si on se base sur 2 ans. Et on aurait donc du coup 4 LTS en même temps potentiellement supportés. Oui, supportés. Ouais. Avec un gap en fonctionnalité entre la 8 et la 23 et la 21 qui va être quand même assez large. Ouais. C'est là où moi je suis assez surpris que quasiment tous les principaux fournisseurs de distribution d'un JDK sont très enjoués avec cette proposition, sauf un. Oui, c'est sûr, mais enfin, après, qui prend du support? C'est les contrats qui est Java et qui prennent pas de support, donc à la limite c'est Oracle qui le propose et c'est du support dont une bonne partie est upstream, donc finalement pour les gens qui fournissent des contrats de support, il y a beaucoup de choses qui sont fixes upstream, donc ils n'ont pas tellement besoin à s'en soucier. Non, mais comme tu l'as dit, ils vont devoir offrir du support sur potentiellement NLTS. Alors évidemment, après, elles se cumulent. Donc, c'est ça, et les patchs de sécurité potentiellement qui peuvent différer. Ouais. C'est les backports de patch qui sont coûteux. Ça va être compliqué, Ouais, parce qu'il y a des fois, par exemple en Java 9, la classe string, Java Lang String, elle a été intégralement réécrite. Jusqu'à Java 8, c'était un tableau de char, là c'est un tableau de bytes, donc je laisse imaginer, grâce à l'encapsulation, c'est complètement transparent pour nous en termes d'API, mais en interne, c'est complètement différent. C'est pas pareil, ouais. D'accord, donc là, quand il faut, si jamais il y avait un bug, effectivement, c'est pas simplement un simple merge, quoi. Là, c'est un vrai backport dans ces cas-là. Alors évidemment, ils réécrivent pas toutes les classes non plus, mais bon, je sais pas, on verra ce que va donner cette proposition, est-ce qu'elle sera acceptée ou pas. D'un avis perso, est-ce que ça va encourager les entreprises ou les développeurs à migrer?
Je sais pas, je suis beaucoup plus mitigé. Moi, ce que je voyais, c'était Java 11, alors même s'il y avait des réticences parfois erronées à migrer à cause d'une crainte des modules, alors que on n'est pas obligé de faire des modules, et puis les modules apportent des choses dans la JVM elle-même, sur le temps de démarrage, sur des choses comme ça qui peuvent justifier cette migration à Java 11. Là, maintenant, il y a une 17 qui arrive, donc il y a 2 versions majeures de retard. Moi, quand je parle à des développeurs, souvent quand il y a un développeur qui demande à un autre développeur quelle version de Java tu utilises il y a un an, quand on disait moi je suis en Java 6, t'es en Java 6, t'as 2 versions majeures de retard. Ouais, ok, mais maintenant les gens qui sont en Java 8 par rapport à la 17, alors ok, elle vient juste de sortir, mais il y a aussi 2 versions majeures de retard. Et il y a 6 ans. Alors d'un côté, on s'est beaucoup plaint que Java a évolué lentement, la lenteur des évolutions, et puis là, on constate que beaucoup d'entreprises, alors parfois pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais restent en Java 8. Et quelque part, je trouve ça paradoxal, et je suis vraiment pas sûr que le fait d'accélérer le rythme de release, alors qu'il pourrait apporter des choses, ça encourage à migrer. Par contre, je pense, et ça va être le cas avec Java 17, il y a quand même certaines choses annexes, notamment les dépendances. Et là, je vais prendre un bon exemple parce que c'était aussi le mois dernier. Spring a annoncé que sa version 6 requerrait Java 17 comme base. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, comme ceux qui sont en Java 6 actuellement, on risque de se trouver coincé à ne pas pouvoir évoluer vers des versions supérieures du framework parce qu'ils requièrent une certaine version de Java. Et ça va peut-être motiver à migrer. Après, je n'ai pas fait le tour des frameworks Java, mais il y a Quarkus et autres, ils requièrent des versions plus hautes, je pense. Au moins alors Java Quarkus 11. 2 requiert Java 11, oui. Et notamment, après, on va pas trop parler là, mais il y a tout ce qui est GraalVM aussi, qui justement doit implémenter ces features-là aussi. Alors GraalVM, c'est encore autre chose, parce qu'ils proposent une VM polyglotte et ils ont récemment annoncé effectivement un GraalVM qui supporte Java 17. Aussi bien pour l'exécution dans une VM, interprétation et compilation du bytecode en natif par le JIT ou un équivalent, ou en compilation native. Ouais. Mais ça c'est encore différent parce que là c'est quand on veut profiter d'avoir différents langages, une même application écrite dans différents langages, supportée évidemment par GraalVM, ou si on souhaite utiliser un sous-projet de GraalVM qui permet de faire de la compilation native. Ok. Un petit aparté là-dessus, moi je suis toujours un peu effaré parce que en IT, souvent on regarde le bon côté des choses et puis pas forcément le mauvais côté des choses. Et souvent on aime bien regarder les bons côtés des nouveautés et puis ce qui est pas bon des mauvaises. GraalVM c'est très intéressant pour certains cas d'usage. Moi l'analogie que je fais toujours c'est à l'heure d'aujourd'hui, et ça, c'est un peu d'actualité, vous voulez changer votre voiture. Vous prenez quoi? Vous prenez une voiture électrique rechargeable, vous prenez une hybride, vous prenez une hybride rechargeable, vous prenez une voiture thermique, on va dire essence ou diesel. Quelle est la meilleure? Et là, souvent, les gens me répondent, ça dépend du besoin. Si on est en ville, peut-être qu'une voiture électrique, c'est génial. Si on fait beaucoup de kilomètres comme moi, à l'heure d'aujourd'hui, une hybride, même une hybride rechargeable, j'hésite un peu. Mais c'est des cas d'usage. Et en fait, si on compare une JVM hotspot, telle qu'on la connaît, ou une G9 ou autre, c'est un moteur diesel. Donc c'est quelque chose qui va être très lent à démarrer, qui va mettre longtemps à chauffer, mais une fois que c'est bien chaud, ça donne à plein et pendant longtemps. À l'opposé, parce que c'est vraiment à l'opposé, GraalVM et une compilation native, on est sur un moteur électrique. Ça démarre du feu de Dieu, ça donne vite, ça consomme moins de ressources au début, mais ça tient pas la distance. Vous savez, quand les premières voitures électriques, les Tesla, on aimait bien faire courir sur 400 mètres ou 1000 mètres. Alors, on n'allait pas au-delà de 1000 mètres parce qu'après, ça s'inversait, mais on prenait la Tesla à la Ferrari et puis c'est toujours la Tesla qui gagnait. Bah oui, la Tesla, c'est une voiture électrique. Donc, elle démarre vite. Et puis, la Ferrari, c'est une thermique. Donc, elle est plus intéressante. Et dans un cas comme dans l'autre, moi, je reste convaincu qu'en fonction de l'usage, il faut choisir l'un ou l'autre. On fait du serverless? Oui, probablement qu'une compilation native avec GraalVM peut être super intéressante et on peut profiter de plein de choses. Même si ça s'améliore, GraalVM en natif ne supporte pas tout. Je pense à JMX, JFR, pour l'instant c'est encore partiel et encore il le rajoute au fur et à mesure. Le garbage collector, il est aussi beaucoup moins bon en natif et c'est normal. Donc on voudrait profiter un peu du beurre et l'argent du beurre et d'avoir, comme toujours, une solution qui réponde à tous les cas d'usage. Moi, je reste convaincu qu'une compilation native est intéressante dans des cas, une exécution dans une JVM standard qui exécute du bytecode, c'est intéressant. Pour le coup, GraalVM, je vois très bien sur tout ce qui est command line.
en Java potentiellement. Aussi, oui. Pour pouvoir, notamment quand une techno... là, je reprends ça Pulsar parce qu'on en a parlé en début d'épisode, mais notamment le CLI de Pulsar, tu vois, serait intéressant à compiler en GraalVM parce qu'en fait, il utilise les libs natifs qui tournent sur la JVM. Mais du coup, compilé en GraalVM, tu as le CLI qui démarre tout de suite, tu peux interagir et il se coupe à la fin. Donc globalement, tu n'as pas eu le temps de la mémoire ou autre. Et ça, c'est plutôt agréable. Ouais, mais tu vois, tu parlais d'utiliser Java pour faire du système. Pour moi, Java, c'est un langage généraliste. D'accord ? Donc on peut l'utiliser pour faire plein de choses. Il fait pas forcément tout très très bien. Ah non, et tu vois, alors après qu'on veuille compiler nativement, alors sachant qu'en plus si tu as une grosse application Java, là je bifurque un peu, mais Spring par exemple, ça fait au moins plus de 2 ans qui travaille sur un projet qui s'appelle Spring Native, donc qui est l'utilisation ou de permettre la compilation native des projets du portfolio. Eh ben ils galèrent. Hein. Alors ils galèrent non pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce que ils ont abusé de certaines choses dynamiques, les proxys, l'introspection, toutes des choses qui sont pas forcément super compatibles avec une compilation statique. C'est même quasi orthogonal en fait. C'est même quasi orthogonal. Alors évidemment des frameworks comme Quarkus l'ont fait, mais par exemple si on regarde Quarkus, on dit Quarkus s'appuie sur CDI. Ouais, mais la partie sympa de CDI, la partie extension, bah, ils ont dû y renoncer. Parce que là, pour le coup, c'est complètement incompatible avec une compilation native. Donc, il y a des avantages et des inconvénients sur le natif et sur l'exécution dans une JVM classique. Il faut choisir en fonction de ses besoins. Bon, désolé, j'ai digressé un peu, mais comme tu as envoyé sur le système... T'as bien fait. C'est complètement dans le sujet en même temps. C'est pour ça. Mais pour revenir rapidement très bien Vas-y. Pour revenir rapidement sur le nombre de LTS, tu vois, je fais un peu le parallèle avec ce qui se passe, alors parce que je suis un peu plus, mais dans la communauté Node.js, ils ont par exemple une LTS tous les ans. Qui sort en général le mois d'octobre, novembre, c'est ça, et ils ont une version majeure en fait qui sort tous les 6 mois et une des deux est LTS après quelques mois de développement et de tests. Et au final ils en gardent 3, donc ça fait 3 LTS, bon, sur du coup 3 ans, ce qui est pas énorme, mais ça donne quand même l'impression que les gens migrent, ils ont plus l'habitude du coup de migrer, en même temps peut-être parce que l'écosystème aussi JavaScript fait que t'as toujours l'habitude en fait, souvent t'as toujours la blague 2 semaines plus tard il y a un nouveau framework. Voilà, mais de notre côté tu vois Java, pendant un très long moment c'était une release tous les 3 ans, maintenant on est sur plus tous les 6 mois, donc il y a peut-être aussi un peu un mouvement en fait qu'il faut amorcer pour que les gens reprennent l'habitude, même si ça fait longtemps déjà qu'on dit ça. Mais mine de rien, il y a aussi, parfois c'est juste une question de budget humain, on va dire. Non, on va pas te payer pendant 2 jours à mettre à jour vers la version qui est sortie il y a. Moi, je pense que c'est pas totalement anodin ce dont on parlait tout à l'heure sur les cycles et les dates. Beaucoup se sont engagés, mais en fait, quand tu regardes, c'est souvent jusqu'à 2023, mais pas au-delà. Et en fait, quand tu regardes pourquoi la plupart des vendeurs seraient d'accord, c'est qu'en fait, ils ont pas forcément envie d'étendre jusqu'à 2024 Java 8. Ils ont probablement envie de dropper Java 8. Et de ramener un cycle vers 3 nouveaux produits, tu vois, de faire remonter les gens au moins vers Java 11, décaler un peu, et décaler un peu plus vite et faire accélérer un peu le cycle, justement pour n'en garder que 3 probablement sur un cycle de 6 ans, quelque chose comme ça, parce que 9 ans c'est quand même très long. Oui. L'air de rien, c'est une génération en termes de développeurs aussi, c'est-à-dire que quand tu dois garder des gens pour faire le support, là maintenant c'est tout ça, faut des gens qui... Ouais, mais après si t'as des grosses boîtes qui sont prêtes à payer, tu vois. Quand même, hein. Ça commence à faire beaucoup. Si t'as des grosses boîtes qui payent, genre tu vois, il y a encore Microsoft qui fait du support sur je sais plus quel Windows Server, peut-être 2000, peut-être pas 2008 mais 2012 là où je sais plus, qui fait du support jusqu'en 2028 ou je sais pas quoi, parce que les gens c'est t'as des clients qui payent que pour les gens qui payent ce support, oui bien sûr. C'est que pour les gens qui payent évidemment, mais à l'heure d'aujourd'hui, tu dois pouvoir trouver du support payant évidemment pour avoir des patchs pour Java 7, hein. D'ailleurs, c'est l'unique façon de l'avoir à l'heure d'aujourd'hui. Même avant. Hein. Après, moi, tu sais, ce que je trouve paradoxal par rapport à ça, c'est que si on prend Oracle, par exemple, Oracle, ils ont des bases de données. Hein. Alors là, tu payes cher. Et quand il y a une nouvelle version release, l'exploit, elle te dit, allez les gars, il faut, comme on va devoir payer, on paye cher la nouvelle version, je sais pas, Oracle, je sais pas où ils en sont, 12, 13 peut-être. Désolé, je suis pas ça. Les exploits,
Non, c'est pas 19. Si. Si, 42. Factuellement, en fait, ce sont des 12 points quelque chose, mais ils ont commencé à faire des 19, 18, mais 19. tu vois, là, la prod, elle vient, puis elle dit, hey, il y a la nouvelle version, il faut migrer. Et je trouve que sur les choses qu'on paye pas, parce que la plupart des entreprises ne prennent pas du support sur Java, alors, il doit y en avoir quand même, parce qu'il surtout quand on a vu que Oracle a rendu son JDK payant, le gâteau, les autres ont voulu se le partager, donc forcément, il y a quand même un peu de demande, mais la plupart des entreprises prennent pas forcément du support, et du coup, je trouve que c'est pas quelque chose qui pousse à migrer. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de développeurs qui me disent oui, mais c'est quoi les arguments qu'on peut donner pour migrer à Java 11, à Java 17 ? Parce que c'est plus sur les fonctionnalités. Moi j'ai connu une époque, en Java 6, on avait le support d'XML, des web services, donc on voulait faire des web services, il fallait passer à Java 6. Java 7 était une version un peu plus intermédiaire, mais il y avait quand même des choses intéressantes. On a eu Java 8, les lambda. Alors là, pour le coup, c'était peut-être plus la syntaxe lambda stream, l'approche un peu fonctionnelle qui a poussé à passer. Et puis, il y a Java 9 qui est arrivé, et là c'est très paradoxal parce qu'on est passé d'une version Java 8 qui a redonné un engouement pour Java. C'est un indicateur comme un autre, mais le TOB, c'est la première fois qu'un langage redevenait premier au TOB. Depuis, il y en a 2 autres qui l'ont fait, mais Java 8 a redonné un vrai engouement à Java. TOB. Oui, j'étais en train de me dire, je cherchais. Oui, c'est un index d'utilisation du langage ou de présence dans les annonces de recrutement, où il y a c'est un mélange. Ils font une synthèse de différentes statistiques sur les commits GitHub, sur des offres d'emploi, sur la popularité, mais pas ressentie, mesurée. Il y a des vraies métriques, donc on peut comparer. Même si ça peut évoluer. Et puis on est passé à Java 9, et Java 9, il a complètement cassé cet engouement, essentiellement, parfois pour des raisons erronées sur les modules. Parfois pour des raisons de mémoire que les modules ont été introduits. Ouais, mais c'est peut-être pas forcément l'objet, mais il y a des mauvais côtés au module, il y a aussi des très bons côtés. Ouais, clairement. D'accord. Moi, c'est toujours pareil. C'est comme on veut de la sécurité, mais on veut pas les contraintes qui vont avec. Là, on veut les modules qui apportent des choses sur une meilleure encapsulation, sur une meilleure fiabilité de la configuration. On l'oublie, mais sur un temps de démarrage de la JVM, parce que qu'on veuille faire des modules ou pas, à partir de Java 9, une JVM ne sait plus travailler qu'avec des modules fournis dans le JDK, fournis explicitement par nous ou nos dépendances, ou transformés d'une manière ou d'une autre par la JVM dans des unnamed modules ou dans un automatic module. Donc la JVM en interne, elle ne sait plus faire que des modules. D'accord, c'est comme ça, même si on ne veut pas en faire, elle ne sait plus faire que ça. Ça a des conséquences, ça, sur le temps de démarrage. À l'époque, quand Spring Boot 2 a été compatible Java 11 et que les premières applications ont été migrées, les premiers tours de bloc, ça a été waouh, ça démarre vachement plus rapidement. Alors Spring Boot avait fait un peu de travail, mais c'est aussi et surtout parce que ça démarre plus rapidement. Et là, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes parce que quand on regarde Java, je vous renvoie sur l'épisode précédent, il y a de la syntaxe, il y a des API, et il y a surtout une JVM. Et c'est intéressant. C'est le cœur du truc, quoi. Performance, sécurité, c'est ça les arguments pour passer à 11 ou 17. Et ça, moi, je trouve que c'est assez peu pris en compte pour parce que c'est moins visible choisir aussi, c'est moins visible. Oui. Pour les développeurs, s'ils sont habitués en effet à juste filer leur jar peut-être aux opérationnels, clairement, c'est moins visible. Ouais. Oui, puis il y a tout un historique. Alors là, dans le monde entreprise, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y passent. L'essentiel des gens qui y passent, c'est des gens qui sont en effet dans des clouds, qui ont des opportunités de plus d'agilité de déploiement, qui sont déjà dans ce cycle-là. Mais sinon, beaucoup de gens étaient partis sur ce cycle de vie de quand je code un truc, maintenant il va pouvoir rester en prod pendant 6 ans sur la même base, tu vois. Ouais, est-ce que JDK 17 il faut changer cette culture-là, c'est pas évident, quoi. Ouais, mais voilà, mais c'est la même chose que les releases de Linux, en effet, dont on parle par ailleurs dans certains épisodes. C'est des releases très slow pace, genre CentOS ou Debian ou machin, qui sont plus qui prennent leur temps, qui sont basés sur des vieilles versions de kernel, qui sont basés sur un truc, et avec des surfaces de sécurité parfois douteuses ou plus risquées. C'est plus compliqué parce qu'ils backportent les patchs de sécurité et souvent ça crée d'autres failles. Avec parfois un très bon boulot et parfois des trucs où on sait pas trop, ou alors être vraiment sur du bleeding edge ou sur du rolling. Du rolling release, parfois, il faut trouver ton intermédiaire, il faut trouver le bon cycle de vie dont tu as besoin. Et là-dessus, sur Java, il y a du choix, c'est-à-dire qu'on a le choix d'être quand même sur des releases relativement récentes. Finalement, faire du Java 11, c'est pas si vieux que ça.
Et ça a 3 ans. C'est pas. C'est ça en fait. C'est pas catastrophique. C'est encore patché, amélioré. Ça a été la version LTS quand même. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas encore le Covid, hein. Et qui est toujours LTS, c'est-à-dire que la LTS se termine pas maintenant au sens où, alors elle peut, d'un point de vue d'un éditeur, ça peut être le cas d'Oracle qui dit maintenant on fait plus que du 17, ou en tout cas publiquement. Mais en tout cas, il y a beaucoup de support par défaut qui vient dans plein de distros et qui soit public ou pas. Et il suffit de prendre l'exemple même de ce qui est fourni chez des cloud providers en tant que VM, parce que le hop de Amazon ou de Microsoft qui l'ont fait, c'est parce qu'ils avaient besoin de fournir de la JVM sur leur cloud. Et du coup, ils ont des versions supportées d'OpenJDK sur ces clouds-là, et ils sont devenus contributeurs à OpenJDK pour ça. Corretto et puis ils sont consommateurs, ça leur permet de, au moins pour un des deux, de redorer un peu son blason d'un point de vue contribution open source. Puis ça permet d'avoir un petit peu la main dedans. D'Oracle, bon, aussi et t'as la main sur tes releases aussi. C'est-à-dire que quand tu fournis un service, c'est intéressant l'analogie que tu faisais avec les distributions Linux, parce qu'avec Java, c'est pareil. Là, je vous ai montré, enfin, je vous ai dit, tiens, Java 11, c'est plus intéressant sur la performance, mais on pourrait regarder aussi la sécurité. Vous voulez faire du TLS 1.3, c'est intégré dans Java 11. Ouais. D'accord. En Java 8, il faut aller chercher des bibliothèques tierces ou les encryptions qui vont avec. Quoi. Eh ben oui, les algos de chiffrement. Oui, les algos elliptiques, tout ça. C'est quoi ECDSA qui est aussi intégré dans Java 11. Donc c'est vraiment pour moi. Au-delà de simplement ce qui intéresse souvent les développeurs de regarder syntaxe API, il faut aller regarder ce qui est fait côté performance, côté sécu, et ça c'est la JVM. Alors évidemment c'est vrai que c'est plus opaque, moins. D'ailleurs peut-être que la com aussi qu'on fait globalement sur les nouvelles versions de Java, on en parle peut-être un petit peu moins. Et c'est peut-être aussi ça qui pourrait éventuellement forcer ou pousser à migrer, plutôt que de dire on va réduire la durée de 3 à 2 ans. Clairement. Alors je ne l'ai pas dit, parce que j'ai pas avancé, mais CleverCloud supporte Java 17 évidemment depuis qu'il est quasiment sorti. Je sais que Marco s'est énervé très rapidement dessus pour mettre à dispo des clients. En parlant de ça, cette semaine, si c'est pas pour dire, dans l'heure dernière, Marco s'est énervé pour packager Rust, la version 1.56 sur Exerbo. Ce qui fait qu'elle doit être disponible sur Clever également en 1.56. Tant qu'à faire les news de version. Et comme à 1.56, on est presque à 1h56 sur ce double enregistrement d'épisode. On est sur. Comme si c'était un fait exprès. Et comme on parlait de version justement et de compatibilité, il y avait un petit lien que j'avais ramené. Désolé de faire la transition, Florentin. Non, vas-y, fais-toi plaisir. Je sens que tu n'as envie que ça. Je suis à fond là-dessus. Non, en fait, ça m'avait complètement échappé le projet OpenG9 en fait, qui était donc G9, qui était donc une JVM d'IBM, si je dis pas de bêtises, qui a été reversé à la communauté, réopen sourcé, et qui est passé en projet. Ouais. Et en fait, ils ont donc une JVM qui sort, alors qui du coup est pas compatible pour l'instant Java 17, donc qui est un peu à contre-pied avec une sortie en ce moment, qui est compatible, qui ne cible pour l'instant que Java 8 et Java 11, mais qui a des versions qui supportent complètement les architectures Arch64 ou ARM. Donc, ce qui peut être intéressant pour des personnes qui ont des use cases un peu décalés. Et il y a une techno là-dedans que je trouvais assez intéressante, c'est en fait, ils ont un JIT server qui est distinct de la JVM, qui tourne à côté, et qui donc prend en charge tout ce qui est compilation JIT dans un process à part. Donc, ça a vraiment un profil d'optimisation complètement et radicalement différent de ce qu'on peut avoir dans la plupart des autres JVM. Pour le meilleur, pour le pire, je n'ai aucune idée. Moi, la nouvelle m'interpellait parce que j'avais complètement zappé ça. et donc, j'ai vu ça passer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu, utilisé, vu tourner ou pas? Alors, le JIT server, non, mais G9 à l'époque, moi oui, je l'avais utilisé parce que c'est intéressant ça, parce que avec ce nouveau modèle de release, on a aussi redécouvert qu'il n'y avait pas qu'une JVM. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu qu'une JVM en Java. Souvent, quand on dit la JVM, on fait plutôt référence à celle de Sun Oracle, donc la hotspot. Ouais. Mais il y a toujours eu d'autres JVM. Oui, Azul, par exemple. Azul, qui proposait la sienne. Alors, parfois, elles étaient payantes, parfois, elles étaient gratuites. Et notamment, IBM a effectivement proposé G9. Alors, historiquement, parce qu'ils avaient besoin d'un portage sur AX.
D'accord. Donc ils proposaient, d'ailleurs à l'époque c'était les seuls qui proposaient une JVM sur AX, il fallait prendre une G9 d'IBM. Ils ont open sourcé effectivement à la fondation Eclipse. D'ailleurs petit aparté avec ça, la fondation Eclipse maintenant en termes de ce qu'elle a dans son giron de l'écosystème Java, c'est presque tout. ça va vous faire rire, hein, enfin ou pas, je ne sais pas, mais elle est presque full stack maintenant. Ouais. J'ai horreur de ce terme. D'accord. Tu entends quoi par ça Je cache un peu tout, ouais. On n'a rien entendu. Mais elle a un IDE, elle a une JVM, elle a Java EE, plus tout un tas de bonnes API, Eclipse Collection, Vertix, j'en passe, et des meilleurs. Pendant longtemps, dans l'écosystème Java, c'était Apache qui était un peu la fondation qui avait le plus de choses concernant Java. À l'heure d'aujourd'hui, c'est de loin et de très loin la fondation Eclipse. Bon, fin de mon petit aparté sur la fondation Eclipse, je reviens sur G9. Donc oui, IBM a open sourcé le cœur de sa JVM, l'a donné à la fondation Eclipse, ce qui fait que d'ailleurs, si vous avez suivi, alors c'est plus le cas maintenant, mais Adopt OpenJDK, qui a été la première distribution vraiment gratuite qui a été proposée, alors depuis il y en a eu plein, pour fournir un JDK, ils sont passés aussi à la fondation Eclipse sous le nom Adoptium. Alors là, ils ont eu un petit changement, c'est que Adopt OpenJDK proposait un JDK de différentes versions. On pouvait choisir Hotspot ou OpenG9 comme JVM. Alors c'est intéressant parce que si on fait des comparatifs, et Eclipse notamment le fait en disant tenez, regardez, on démarre Eclipse dans une Hotspot, on démarre Eclipse dans une G9. Qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de moins bien? Alors, ils vont vous expliquer que ça démarre plus vite, que ça consomme un peu de mémoire, mais que sur le long terme, la Hotspot elle peut devenir un peu meilleure. Mais voilà, c'est des stratégies différentes. Bah là, tu parlais du JIT. Pierre-Antoine, ça peut être intéressant, et ce qui va être garanti, c'est que le bytecode sera exécuté de la même manière grâce au TCK, mais ça n'empêche qu'ils peuvent avoir des garbage collectors différents, ils peuvent avoir des JIT différents, des optimes très différentes, qui vont peut-être être meilleures ou moins bonnes dans un cas d'usage ou dans un autre. Et du coup, alors évidemment, ça demande à benchmarker, ce qui n'est pas forcément facile, mais ça peut être intéressant. J'ai un de nos clients que je ne citerai pas qui, quand il a fallu qu'ils choisissent un fournisseur d'OpenJDK, ils ont fait des benchmarks avec Hotspot et avec OpenG9. Et la conclusion, c'est que ça n'a pas été... Alors, ils ont des cas d'usage très spécifiques et assez gros, on va dire. Mais le truc, ça aurait été... on aurait bien voulu le meilleur des deux mondes. Les choses intéressantes de la Hotspot, les choses intéressantes de la G9. Et ça, c'est un petit peu comme d'habitude. On a des divergences, des choses, et puis on se dit... finir par faire du Rust. C'est ça. Tu sais, quand tu fais déjà du Java, du C, du Fortran et du JavaScript, je suis pas sûr que tu aies envie de mettre encore autre chose. Tu peux dégager le C et tout. C'est ça. Oui, mais tu peux pas. Ah, vas-y, alors. Tu peux pas. Dans des bindings. Donc voilà, non, c'est intéressant, moi je trouve, parce que du coup, beaucoup de développeurs redécouvrent que il existe différentes JVM, alors que ça a toujours été le cas. Oracle, depuis très longtemps, depuis leur rachat de BEA, ils avaient 2 JVM. Hotspot et GiroKit. GiroKit qui était payant. Et d'ailleurs, des fonctionnalités sympas qui ont été réintroduites, notamment le remplacement de la PermGen par le Metaspace, JFR, le Java Flight Recorder, sur lequel j'ai fait une presse à Devox, ça venait de la fusion. C'était historiquement dans GiroKit et ils ont fusionné. Là pour le coup, ils l'ont fait pour de vrai. Les choses intéressantes de GiroKit, ils les ont remis dans la Hotspot. Et ça contribue aussi à faire évoluer la Hotspot et c'est vraiment intéressant. Après, il y avait des fonctionnalités. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs JVM du coup, en effet. Ouais. Oui, il y a beaucoup de développeurs Java qui le retrouvent. Alors après, il y en a d'autres. Alors la plupart, on les connaît un peu moins parce qu'elles étaient plutôt payantes. Azul a longtemps fait ou était réputé pour avoir une JVM où il y avait un 0 temps de pause. Bon, qui gérait de large heap aussi de mémoire. Oui, qui gérait de large heap. Alors le problème, c'est qu'à l'époque, il fallait un noyau à eux, Linux. Mais voilà, ça a toujours existé d'avoir une autre ou qui existait différentes JVM. Ok, ouais.
Ce qui est logique après tout. Historiquement, il y en a eu beaucoup d'autres très spécifiques, sans parler du projet Ice-T chez Apache, enfin de plein de trucs comme ça qui étaient des portages en utilisant que du GPL. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais des JVM, on va dire production ready, il y en avait beaucoup des spécifiques à des archis qui avaient été codés et qui étaient complètement full propriétaires. Et si t'étais pas sur ces archis-là, tu les voyais jamais en fait. Bah, historiquement, c'était le cas de la G9. 4G9 complètement. G9, on voulait être sur AX à l'époque, il fallait forcément prendre. Il y a que IBM qui proposait sa JVM G9. Alors effectivement, maintenant on la redécouvre parce que comme ils l'ont open sourcé, bon, la fondation Eclipse communique aussi beaucoup plus là-dessus. Ben ça nous permet ou en tout cas ça permet à beaucoup de développeurs Java de découvrir qu'il y a d'autres JVM que la hotspot. Yep. Et je crois que c'est l'heure de digresser sur le lien qui suit, que je ne voyais pas du tout. Qui restera sur la JVM quand même. Et qui restera quand même sur la JVM par Jean-Michel, qui est une tendance de fond sur Java. Ah oui. Alors là pour le coup, je sais pas si c'est une tendance sur la JVM, mais j'ai choisi cet article-là parce que je trouve que c'est intéressant parce que c'est une tendance de fond qui s'accélère un petit peu. Qui est que on est amené dans les nouvelles fonctionnalités qui nous sont proposées dans Java, notamment Java 17, les records par exemple, ou en Java 8, l'API DateTime, à avoir de plus en plus d'objets du JDK qui sont immutables. Alors ça a toujours existé, hein, pour ceux qui ont connu Java 1.0, une chaîne de caractères est immutable en Java. On ne peut pas changer une chaîne de caractères. Quand on invoque une méthode qui veut changer une caractère, on en obtient une nouvelle instance. C'est tout le principe de l'immutabilité. Et bien sûr, il faut bien penser à réutiliser cette nouvelle instance pour ne pas avoir de surprise. Et une vraie tendance de fond, alors c'est pas que le constat de cette tendance de fond, c'est de s'interroger pourquoi. On commence à avoir, alors que Java est orienté objet, la programmation orientée objet normalement nous pousse, alors elle nous interdit pas de faire de l'immutable, loin de là, mais un objet, c'est basiquement, j'encapsule dans une même entité un objet, des données et les traitements que je vais associer à ces données dans le but d'en garantir la cohérence. Donc quelque part, on nous pousse à raisonner mutable. Et quand on voit la tendance côté Java, dans le JDK, alors encore une fois, pas sur tout, mais on commence à avoir de plus en plus de choses immutables. L'API DateTime, les records. Et on peut, le fond de cet article, qui est intéressant, c'est de s'interroger un petit peu pourquoi. Et on constate qu'il y a deux raisons majeures à ça. Et c'est pas qu'en Java, c'est la multiplication du nombre de paradigmes dans un langage. Java, historiquement, il est orienté objet. À partir de Java 8, alors Java n'est pas et ne sera probablement jamais fonctionnel. Mais on a une approche fonctionnelle et ça a plu. Les streams, les lambdas. Les streams, ça a son usage, ouais. Ça a son usage. Donc on a ce mix de paradigmes maintenant objet fonctionnel sur lequel je vais revenir. Et puis on a aussi toujours quelque chose qui nous a embêté quand on raisonne mutable et qu'on fait du multithreading, on a tout de suite des problèmes mécaniques qui arrivent de gestion de concurrence. D'accord ? Alors que quand on raisonne en immutable, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles le fonctionnel devrait nous forcer, ou nous force, à raisonner en immutable. Et là, je trouve ça très intéressant parce que, au-delà de, effectivement, qu'on commence à avoir des classes, de plus en plus de classes, bon, mais si pour l'instant c'est encore que quelques-unes, immutables en Java, comme on introduit un nouveau paradigme, et je vous laisserai y réfléchir, mais le paradigme objet qui nous force à plutôt raisonner en mutable, quand on veut le mixer avec un paradigme fonctionnel ou une approche fonctionnelle qui nous force à raisonner en immutable, là on essaye de mixer de l'eau et de l'huile. Et au final, on n'arrivera probablement à faire ni bien ni l'un, ni bien ni l'autre. Parce que du coup, ça demande pour les développeurs d'avoir une bonne connaissance des concepts objets mutables, d'avoir les connaissances en fonctionnel qui nous imposent normalement de travailler en immutable. Alors je dis normalement parce que comme en Java c'est qu'une approche, ça force le développeur à raisonner différemment, alors que ça fait 5, 10, 15, 20, 30 ans pour certains qu'on raisonne plutôt en PO, en mutable. Et cette tendance de fond, elle se justifie par le mix de paradigmes fonctionnels et aussi pour nous faciliter ou pour nous éviter des ennuis sur le multithreading, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on est confronté aussi à deux choses, et c'est pour ça que l'API Stream est arrivé dans l'API Java, c'est que pour exploiter la puissance des processeurs, on parlait dans l'épisode précédent des M1 et tout ça, il y a du multicœur,
D'accord ? Donc si on veut exploiter cette puissance, il faut paralléliser. D'accord, c'est un peu incontournable. Et puis, Florentin, tu l'as fait remarquer aussi dans l'épisode précédent, on a aussi une augmentation des volumes. Exactement, des volumes de trafic. Et tout ça, c'est une vraie tendance de fond qui a comme résultat effectivement de voir arriver. D'ailleurs, c'est un peu le prétexte de cet article que je trouvais plutôt pertinent. C'est de dire, pourquoi on a cette tendance-là ? C'est essentiellement à cause de l'ajout de cette approche fonctionnelle, donc d'un nouveau paradigme de développement dans un langage historiquement orienté objet comme Java, et puis le besoin de paralléliser et pour s'éviter des ennuis, de travailler de plus en plus en immutable. Et je trouve que là, il y a une vraie, au-delà de simplement j'ai quelques objets immutables en plus dans le JDK, il y a une vraie réflexion de fond et une tendance de fond qui va probablement ne pas s'arrêter dans le futur. Et puis qui va aussi, je pense qu'il y a toutes les problématiques de sécurité dans la mutabilité par défaut qui est pas anodine en fait, au-delà de la performance. Ah oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, à l'occasion, si t'as pas regardé Rust, tu as toujours des plugs Rust, hein. C'est comme la base de l'immutabilité par défaut et de la mutabilité déclarative et renforcée par le compilateur. Juste pour ça, c'est intéressant de regarder, sans creuser plus loin, parce que ça fait réfléchir complètement différemment à la manière de coder dans d'autres langages. Après, c'est assez déformateur. Ah ouais, j'imagine. Mais tu sais, tu disais sécurité, c'est une des raisons, alors pas la seule, il y a aussi un peu la performance, entre autres, que les chaînes de caractères, la classe string, soient immutables en Java. Ouais, c'est ce qu'explique l'article, en effet. Ouais. Et moi, je reviens sur l'API de Stream. Je me souviens qu'elle est sortie juste un peu après un projet qui s'appelle ReactiveX. Je sais pas si ça vous parle. Et du coup, je me demande à quel point, justement, ce projet-là a influencé l'API Stream, parce qu'en fait, on retrouve beaucoup les opérateurs de base, en tout cas de ReactiveX, qui sont le map, le filter. Alors, j'aurais tendance à dire aucun, parce que ce qui est intéressant, c'est l'approche. Ouais. En fait, c'est intéressant. Alors là, ça digresse un peu. Donc, suite à une petite interruption technique, nous reprenons, peut-être dans le désordre, suivant comment le montage sera fait, on sera peut-être pas placé pareil et tout ça, mais en fait, on a eu une petite panne et on va reprendre les quelques minutes de fin de ce podcast, et on en était à parler donc des problématiques de l'approche du streaming en fait dans la JVM et des traitements asynchrones non bloquants. Et du fait que ça avait amené notamment le besoin d'utiliser du pattern matching notamment, et de nouvelles manières de programmer, des nouvelles manières de gérer un petit peu tous ces types d'états. Et c'est à peu près de ça qu'on parlait avant le problème technique qu'on a eu d'enregistrement. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait vraiment un quart d'heure entre le temps où on a fini tout ça et tout. Et donc on a du mal à se souvenir de ce qu'on a dit précisément et à raccrocher les wagons. Donc là, on a perdu un peu de jus entre temps, mais voilà, c'était à peu près de ça qu'on parlait, et ça faisait un peu la conclusion justement sur ces nouvelles manières de programmer ces nouveaux paradigmes, et sur la conclusion sur le lien qu'avait amené Jean-Michel, qui évoquait tout ça en fait, et notamment l'apport de l'immutabilité ou de l'immuabilité, comme je disais, parce que c'est immutabilité quand on anglicise, et immuabilité en français, même si on dit tous immutable en fait en définitive. Exactement, et que du coup justement ça va apporter plusieurs paradigmes, et on en parlait aussi d'un point de vue performance et tout. Je sais pas où est-ce qu'on s'est arrêté exactement. Et voilà, donc on va quand même enchaîner sur le lien d'après, qui n'est pas un lien mais un point culture que notre ami Hubert essaye d'insuffler dans le podcast, parce qu'on soupçonne qu'il essaye de relarguer ses points cinématographiques, et on leur laissera plus de détails au moment où Hubert animera ou sera dans un épisode de Tchemassi. Et c'est aussi un invité, et là il sera un petit peu deg. Et des gros bisous. Et du coup, le point culture sera animé par Jean-Michel, et je crois que c'est un sujet d'actualité. Ouais, alors effectivement, on m'avait demandé de faire une sélection dans ce que j'apprécie d'un point de vue culturel. Alors j'ai un peu eu de difficultés, j'ai eu des difficultés pour choisir la musique de l'épisode précédent. Et pour celui-ci, alors j'ai fait un choix, voilà, un peu culturel, sur quelque chose que j'affectionne depuis mon adolescence. C'est un manga, Dragon Ball. Je le savais. Ouais, j'ai une idée de déjà vu. Tiens, c'est marrant, j'ai choisi Back to the Future tout à l'heure, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on revient sur la thématique. Je savais que ça allait planter. C'est rigolo, hein. C'était prémonitoire en fait. Ouais, non, voilà, c'est un manga que j'apprécie parce que ça a
baigné un petit peu mon adolescence, pour ceux qui ont connu le Club Dorothée à l'époque. Il y avait un certain nombre de mangas, alors c'était un peu les débuts des mangas en France, et puis c'est un que j'apprécie parce que voilà, il y a plein de choses rigolotes, surtout l'auteur Akira Toriyama, qui a un style qui lui est quand même bien particulier, et de manière un peu plus spécifique dans Dragon Ball, j'aime bien Maître Roshi, Tortue Géniale, que Pierre-Antoine nous a montré. Alors non pas forcément pour son côté pervers, vieux pervers qui sort vraiment beaucoup dans le manga. Qui m'a fait beaucoup rire plus jeune. Oui, évidemment, j'imagine, mais bon, plus pour son aspect, pour sa sagesse, et quelque part aussi pour sa capacité à transmettre son savoir, notamment aux héros ou à la pratique, là, parce que ça touche aux arts martiaux quand même un petit peu. Ce qui est un domaine qui te plaît beaucoup aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est aussi un domaine que j'aime bien. Alors j'aurais presque pu le choisir sur cette partie culture, mais bon, comme on a dit, c'est un peu trop sport. Enfin, ça faisait moins culture, ça faisait plus sportif. Donc voilà, j'ai choisi en tout cas le manga Dragon Ball. Donc ceux qui connaissent pas ou qui sont plus jeunes, allez jeter un œil. Alors après, il y a plusieurs saisons. Il y a la saison initiale Dragon Ball, il y a Dragon Ball Z qui est un peu plus long, Dragon Ball GT que je recommande pas forcément. Et puis effectivement actuellement il y a une nouvelle saison qui sort, en tout cas qui est diffusée, Dragon Ball Super. Avec à chaque fois comme dans les mangas, il y a toujours des méchants qui sont alors pas forcément plus méchants mais plus forts. Ce qui fait que ça doit rendre plus fort, et puis tous les méchants de Son Goku, ils deviennent ses potes, ils viennent l'aider. Enfin voilà, il y a plein de choses sympas. Donc si vous connaissez pas, allez voir, regardez, et puis ayez une petite pensée émue pour moi quand vous verrez Tortue Géniale. Carrément. Sachant que quelque chose me dit nous avons appris quelque chose dans le moment où on a perdu la vidéo et le son de Jean-Michel, c'est que Arnaud ne connaissait pas Dragon Ball Z. On dit la même chose. Non, je connais de nom, j'en ai fait jamais lu. Non, mais il connaît quand même. Ouais, j'ai un minimum de culture. Beaucoup d'épisodes, surtout Dragon Ball Z, c'est très très long. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu aussi, parce que aussi pour pouvoir le lire, il faut pouvoir se payer l'intégralité des mangas ou connaître quelqu'un qui les a, parce qu'il y en a sont quand même beaucoup, super chers par rapport à l'ancienneté du truc. Ça coûte une fortune de se faire la collection. Je sais même pas s'ils sont réédités pour la. Si, et même colorisés maintenant. Colorisés d'ailleurs. Ouais, ils sont colorisés. Il y a une super chouette édition, mais ça douille. Et du coup, voilà, on en est à la fin de l'épisode. Ce qui dit fin de l'épisode dit musique de fin. Sachant que, vu que Jean-Michel a choisi la musique de fin de l'épisode précédent, épisode numéro 58, ou pas, je ne sais plus. Je me fais avoir à chaque fois. Donc c'était ça, l'épisode 57. C'était le 58, épisode 58, numéro 57. Et tu vois, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a raté l'enregistrement. Il n'y a pas que Java qui a des difficultés à gérer ses numéros de version, a priori. Il y a Massy aussi. Il y a le Massy qui est très trompeur là-dessus. Et effectivement. Et du coup, j'ai un dé Clever Cloud, de 1 à 20, dont je vais être The Pack de 1 à 20, et que je vais le lancer. Il a fait le numéro 17. Ah, c'est marrant. Tout à l'heure, c'était 16 tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était 16. Alors, et tu sais quoi 17, c'est le jour de mon anniversaire, 17 octobre, qui était il y a pas longtemps. Donc c'est joyeux anniversaire. En retard. 17 qui vient de sortir. En plus, incroyable. Et comme quoi. C'est un signe. Il fallait qu'on refasse, c'est ça. Et du coup, quelle est ta musique, The Pag? Alors la musique, c'est une musique qui me donne la patate. C'est un groupe de punk à inspiration irlandaise, un peu comme Dropkick Murphys. Je leur dis exactement la même chose, tout pareil, et qui s'appelle Fluggy Molly, et c'est Devil's Dance Floor qui commence avec du flutio, et on entendra probablement que le flutio parce qu'on aura 15 secondes pour pas se faire strike. Donc je vous invite à l'écouter la chanson en entier, qui est vachement sympa. Exactement. Sachant qu'il faut se le dire, juste avant l'épisode, The Pag était chaud, genre, si on met ma musique à la fin, c'est important. D'où le lancer de dés un peu truqué, mais on n'en dirons pas plus. Arnaud, la prochaine fois qu'on sera deux, je me retirerai. Et du coup, sur ce, c'est la fin du deuxième épisode. On vous fait de gros bisous. Merci Jean-Michel. On remercie Jean-Michel de sa participation. C'est 2 épisodes, tu es notre premier guest à faire 2 épisodes. Comme quoi, il y a un début à tout. Et merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Et merci à tous. Des bisous et à un prochain épisode.